réverbération, bonsoir. Et oui, la réverbération, c'est le sujet de ce nouvel épisode dans ma série Schéma. Lors de ma dernière vidéo, qui traitait des lignes à retard faites avec des câbles coaxiaux, un internaute m'a demandé si ça avait le même principe, en gros, pour les réverbérations de guitare. Alors, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo d'aujourd'hui. La réponse est oui et non. On va voir que dans la réverbération, il y a en effet cette notion de retard, mais c'est des retards qui sont relativement très longs, et il faudrait des kilomètres de coax pour faire ça. Et on va voir que ça utilise éventuellement d'autres techniques. Alors, la réverbération, déjà, c'est quoi Définition là un petit peu. La réverbération, c'est en fait un phénomène qui est relativement proche quelque part de l'écho, mais je veux dire qui est beaucoup plus rapide en quelque sorte. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est que quand vous êtes quelque part et vous faites du bruit, par exemple là je suis dans mon labo, je parle, donc ça fait des ondes sonores, ces ondes sonores se déplacent dans différentes directions, et ça se déplace jusqu'à temps que soit elles s'atténuent dans le temps si je suis complètement dehors, et je veux dire voilà, elles disparaissent. Soit elles vont rencontrer des obstacles plus ou moins absorbants, et éventuellement, comme on l'a vu, hein, c'est quand même là le côté qui ressemble un petit peu, hein, comme dans le cas du coax. Sur certains matériaux durs, par exemple, elles vont rebondir, revenir, et c'est ça qui va créer éventuellement cet effet-là. Hein, sachant que le rebond en lui-même peut à nouveau rebondir sur d'autres murs, et ainsi de suite. Alors, la réverbération, généralement, dès qu'on va être dans un local fermé, généralement, il va y en avoir. Mais elle va être plus ou moins perceptible. Ça va dépendre beaucoup et de la taille du local, et en effet de la nature des murs. Est-ce qu'ils sont absorbants au son ou pas? C'est pour ça que c'est un phénomène qu'on va quand même plutôt voir dans des bâtiments, généralement plutôt relativement grands, comme, je sais pas, des parkings souterrains, des églises, des trucs comme ça, qui en plus ont des murs nus, et qui vont justement pas mal renvoyer les sons. De plus, ces sons, ils rebondissent, je veux dire, dans des directions éventuellement différentes. C'est pour ça que c'est un phénomène, ma foi, qui est relativement complexe. Voilà, par exemple, là, si vous voulez avoir une idée de la différence entre réverb par réverb, si je dis « Maurice est un abruti », voilà, je veux dire sans réverb, a priori. Maintenant, avec de la réverb, « Maurice est un abruti. » Voilà, on voit nettement quand même cette différence. Alors, c'est en effet un effet qui est quand même assez proche de l'écho, mais l'écho, c'est quelque chose généralement où le délai est quand même beaucoup plus long. Hein, je vais dire bonjour Maurice, et on va entendre bonjour Maurice, bonjour Maurice, bonjour Maurice, voilà, parce que ça c'est un phénomène l'écho où, je veux dire, voilà, le son revient avec un retard qui est relativement très important, ce qui n'est pas le cas de la réverb. Alors la réverb, c'est quand même quelque chose des fois qui est recherché. Pourquoi? Parce que ça embellit quand même un petit peu le son. Hein, en plus, ça lui donne une certaine majesté. On voit bien qu'un ténor qui chante dans un salon avec des tapisseries, tout seul, sa voix, je veux dire, elle jette un peu moins que quand il va faire sa prestation dans une église, par exemple. Hein, on voit bien les chorales dans les églises, ça leur donne quand même je veux dire, une profondeur qu'on n'a pas forcément. C'est pour ça que c'est intéressant. Si c'est vrai pour la voix, c'est vrai aussi pour les instruments de musique. Et en gros, bon, je vous passe un peu l'historique, mais enfin voilà, dès qu'il y a eu un peu les guitares électriques justement, faisaient des sons qui étaient assez plats comme ça. Et on s'est vite aperçu que quand on jouait de la guitare électrique dans une église ou dans un endroit où il y avait de la réverb, ça s'achetait un petit peu plus. Et l'idée est venue de simuler en fait cet effet, de façon à pouvoir le faire sans être obligé d'aller se déplacer dans une cathédrale. Donc voilà un petit peu le principe de ces, je veux dire, unités de réverbération. En gros, maintenant, il y a deux façons de faire ça. Il y a des modèles qu'on appelle à ressort, hein, des modèles purement analogiques, qui existent depuis très longtemps. Hein. Il y en a eu déjà dans des amplis à tubes. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique et que même maintenant, en fait, on a, parce que bon, ça a un son, c'est peut-être pas aussi parfait que des trucs digitaux. Mais voilà, il y en a qui préfèrent ça. Et maintenant, bien sûr, on a des systèmes complètement digitaux. Voilà, je vous en ai mis un exemple ici de ces boîtes qui font plein d'effets, mais je veux dire, c'est simplement du traitement du signal. C'est-à-dire que le signal qui arrive, on le digitalise, et là, on peut tout faire, on peut faire de l'écho, du filtrage, de la distorsion, enfin tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler que de la réverbération dite analogique. Alors, on va voir un petit peu comment ça marche. Là, je vous ai mis une photo d'une unité comme ça, où on va voir, en gros, c'est constitué de N ressorts et de 2 transduceurs. Alors, c'est quoi le principe? Justement, une unité de réverbération, on voit, c'est généralement des ressorts qui sont comme ça tendus, et deux dispositifs qui vont, en gros, transformer le signal audio dans une vibration de ce dit ressort.
ce ressort, il va marcher exactement un petit peu comme un coax, justement, comme une Ingertar. C'est-à-dire, en fait, les ondes vont se propager le long de ce ressort avec une vitesse qui est relativement lente, je veux dire, par rapport à la vitesse du son, et arriver à l'autre bout, vont déjà être retransformées en signal électrique, mais en même temps, dans la mesure où, je veux dire, voilà, il n'y a pas une super adaptation d'impédance, souvent ça va faire des allers-retours, ce qui fait aussi un petit peu le côté écho. Par exemple, ici, si je dis A, le A se balade là, pof, il va arriver là, il va être atténué, mais il va quand même revenir ici, et un certain nombre de fois. Ce qui fait un petit peu la simulation, on va dire, d'ondes comme ça, qui, dans une grande pièce, se baladerait, rebondirait sur les murs, et ainsi de suite. Alors, comment on transforme le signal? Du côté de l'entrée qui est ici, on va retrouver quelque chose qui va ressembler beaucoup, en fait, au principe du haut-parleur. Même si dans les haut-parleurs, souvent c'est la bobine qui est mobile et on va dire un aimant qui est fixe. Ici, souvent c'est un peu le contraire, mais ça change pas grand-chose. On va avoir ici une bobine qui est sur un noyau comme ça, quelque chose qui ressemble fort à un transfo. Et donc le champ électrique qui va varier dans la bobine va faire un champ magnétique qui varie ici dans notre fer. Et sur les ressorts, on va mettre des petits aimants. Et donc c'est un phénomène bien connu qu'un aimant dans un champ magnétique variable bouge selon cette variation-là. Et c'est comme ça qu'on va transformer le signal audio donc en vibration. Ces vibrations donc se baladent le long du ressort, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, comme une Ingertar. Et à l'autre bout, en fait, c'est généralement le même principe, mais à l'inverse, parce que c'est réversible. C'est-à-dire, en fait, si je bouge un aimant dans un autre fer, ça va faire générer un champ magnétique variable qui lui-même générera une force électromotrice variable dans la bobine. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, il y a plein de modèles, il y en a avec des ressorts plus ou moins grands, plus ou moins tendus, enfin voilà. Là-dessus, il y a plein de trucs, mais le principe est généralement le même, sachant que du côté de l'excitation, c'est généralement assez basse impédance. Hein, c'est quelque chose qui va ressembler un petit peu à une bobine de haut-parleur, hein, c'est généralement un peu dans ces eaux-là. Alors que de l'autre côté, c'est éventuellement le transduceur est un petit peu plus haute impédance. Éventuellement, ça peut fournir éventuellement quand même un peu plus de jus. Enfin voilà. L'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on trouve pléthore de schémas de reverb, parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très populaire et qui existe dans plein d'amplis, des amplis de légende, des Fender, des Marshall, tout ce qu'on veut, à tube, à circuit intégré. Mais voilà, bon, je veux dire, je vais pas faire tous les schémas de la Terre. Là, l'idée, j'en ai pris un qui m'a paru relativement intéressant, qui est en fait une pédale de réverbération. Voilà, je vous laisse ici ma source, hein, vous la retrouverez sur Internet. Et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est un schéma qui utilise et des transistors, des bons vieux 2N3904, hein, des transistors NPN, petits signaux bien connus, et un autre circuit de légende qui est un ampli BF qui s'appelle le LM386. Alors, pour ce schéma, comme d'habitude, on peut déjà regarder les alimes. Donc ça s'alimente avec soit une pile, soit une alimentation continue entre 9 et 12 volts. Bon, là, il y a un découplage. Et en fait, il y a déjà deux alimentations. Une VCC, on va dire un petit peu de puissance, entre guillemets, qu'on va retrouver ici pour alimenter l'ampli. Et là, après, ce petit filtre-là, RC, une alimentation qui va servir, a priori, à alimenter les étages ici amplificateurs à transistors. Donc ça c'est un truc assez classique. Ça rajoute ici en fait un filtrage pour que les alimes de ces étages-là soient clean. On voit qu'on a une LED qui témoigne de fonctionnement. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est une LED et une résistance. C'est vraiment très classique. Alors ensuite on voit que le signal arrive ici et ce signal il se divise en trois parties. Alors il y a déjà cette partie-là et là on va trouver quelque chose qu'on trouve généralement sous toutes les pédales d'effet des guitares, à savoir ce qu'on appelle un bypass, c'est-à-dire en gros, soit je choisis de ne pas avoir d'effet, et là, on voit que le signal il rentre là, il ressort ici, il n'est pas changé du tout, en gros, voilà, je veux pas de la reverb, ou je commute ici l'inverseur, et ce qui fait que maintenant, ça va passer dans le système. Et alors, si on regarde bien maintenant mon signal dans ce cas-là, là, il se divise encore en deux parties, qui arrivent sur des préamplis, je veux dire, relativement symétriques. Et là, on va trouver, voilà, déjà cette partie ici qui arrive sur ce potentiomètre là qui s'appelle dry et wet. Alors, ce qu'ils appellent dry et wet, en gros, c'est sec et mouillé. En gros, généralement, dans les reverbs, on fait un mélange. De façon à pouvoir un petit peu doser l'effet, on va mélanger une partie du signal sans réverbération avec une partie du signal avec le retard et la reverb. Et donc, en dosant plus ou moins l'un ou l'autre, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à faire l'effet, et on va voir qu'il y a un autre réglage ici qui est drive, qui va aussi régler, on va dire, c'est le volume de la reverb. C'est en fait, quelle est la force de la reverb,
et quelle est donc la part de cette reverb dans le signal total. Donc ça, c'est assez classique sur ce genre de réglage, et avec ces 3 réglages, ben voilà, chacun ajuste ça à son goût. Alors si on regarde pour le truc direct, on retrouve ici un schéma, une pattern qui est hyper connue, hein, qui est la polarisation à 4 résistances d'un transistor. Donc encore une fois, dans les analyses de schéma, on raisonne en continu. Donc en continu, on fait comme si les condensateurs étaient des circuits ouverts. Ça veut dire que on voit ici ce pont diviseur sur la base, qui va donc fixer ici le potentiel de repos sur la base, qui lui-même va fixer le potentiel de repos sur l'émetteur. Ici, on a nos 0,6 volts. Et ce potentiel de repos sur l'émetteur, il va fixer, qui est une tension fixe aux bornes de résistance, il va fixer ici le courant de repos. Et dans un transistor, je rappelle que le courant d'émetteur, c'est égal au courant de base plus au courant de collecteur. Bon, là, le courant de base, il n'est pas grand-chose, hein, parce que il est quand même beaucoup plus faible. Ce qui veut dire que, voilà, dans ce genre de polarisation, l'idée, c'est qu'en imposant le courant d'émetteur, on impose le courant de collecteur. Donc, on impose ici le point de repos et on calcule généralement pour qu'il soit à peu près la moitié de la tension d'aller. Donc ça veut dire que ça, c'est le côté polarisation. Et encore une fois, c'est pas tellement le but de la vidéo, mais cette polarisation a l'énorme avantage d'être très peu dépendante en fait du paramètre du gain en courant, le fameux H21E ou le bêta du transistor, ce qui fait que ça va rester stable et relativement répétitif. Alors une fois que notre transistor il est polarisé, donc il est sur son point de repos en continu, bien on vient ici rajouter le signal alternatif ici sur la base. Ce signal alternatif, ensuite, il se retrouve amplifié là, et alors, il est pas mal amplifié aussi en tension, à cause ici de ce condensateur. Je rappelle que l'idée ici, c'est que, du point de vue alternatif, l'émetteur, il se retrouve à la masse. Alors pourquoi on fait ça? Parce que justement, sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'amplification en tension. Pourquoi? Parce que si ici, je fais varier la tension de base, ça va faire varier la tension ici d'émetteur, et si elle varie aussi, à part déplacer un peu le point de fonctionnement de mon système, il va pas y avoir une très grosse variation. Donc l'idée, c'est toujours ça, c'est que le fait de bypasser ici l'émetteur, c'est comme si il était réellement monté en émetteur commun, le transistor, et pour le coup, il va donner beaucoup plus de gain. Donc ça veut dire que là, on va avoir une amplification relativement importante. Derrière, ce condensateur-là, comme celui-là, sert à virer la composante continue, et on a bien ici ce système-là qui arrive sur le potard. Et derrière, voilà, avec ces 2 résistances-là, ça fait un mélange où il y a encore ici cette capa là qui enlève la composante continue, bien que je me demande un peu à quoi elle sert, parce que ici il n'y a pas vraiment de continu, enfin bon, à la limite on va dire pourquoi pas. Et ici on a la sortie. Donc voilà pour la partie directe. Alors sur la partie reverb, en fait notre signal il arrive ici. On a quelque chose ici, je vais pas répéter, qui est assez similaire, à part qu'on voit qu'il n'y a pas ce condensateur là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet étage là, je trouve même ça, pareil, un peu bizarre dans le sens où il va pas apporter un très grand gain en tension. Par contre, il marche un petit peu en inverseur, adaptateur d'impédance, on va dire quand même. Et à mon avis, c'est ça son utilité. Mais voilà, il va avoir un gain en tension qui va quand même être très faible par rapport à celui-là du fait de l'absence de ce condensateur. Sinon, mon explication reste identique. Donc une fois qu'on arrive ici, là encore une fois, ça vire la composante continue. Et là, on arrive donc sur ce LM386 qui est un petit ampli BF, qui est pas super puissant, mais assez pour driver. Encore une fois, je vous ai dit que l'unité de reverb en entrée, c'est comme de la basse impédance. C'est comme un haut-parleur, c'est assez bas. Donc généralement, pour les driver, on va retrouver ici des trucs qui ressemblent à des amplis BF, ou des fois, je l'ai souvent vu, carrément aussi des transfos adaptateurs d'impédance. C'est-à-dire que devant ici, on a un transfo, que de la même façon que on peut faire un ampli BF avec un transfo en sortie. Je vous avais déjà montré ça dans ma petite radio là, qui adapte l'impédance. Donc là, le montage du LM386, lui, c'est quelque chose de très classique. En gros, le montage du datasheet, je vous ai déjà expliqué des amplis BF, donc je ne vais pas tellement revenir dessus. Et donc la sortie, là encore une fois, qui est découplée là par ce condensateur de 100 micros, parce qu'encore une fois, là, il n'y a pas d'alimentation symétrique. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de composante continue là-dessus. Vient exciter donc notre unité de reverb. Et voilà, et ici donc paf, il y a le retard, il y a les ondes qui se baladent là-dedans, et on les récupère ici sur la sortie, où là, comme elles sont quand même relativement à haute impédance et à niveau assez faible, on vient les réamplifier avec encore cet étage de transistor qui, comme on voit, ressemble
les 3 étages ici, je veux dire, à part éventuellement la valeur ici des kappas, enfin, les points d'impédance de polarisation, je veux dire, voilà, ils sont tous sur le même principe. Et derrière, on retrouve ici le signal, donc on peut venir mélanger pour avoir la sortie. Donc voilà pour la description de ces unités de réverbération à ressort analogique. Mais voilà, comme je l'ai dit, maintenant, hein, c'est généralement fait par du numérique. Alors, en parlant de numérique, justement, je voulais vous faire profiter d'une info, d'une découverte que j'ai fait. Il y a pléthore de soft hein, sur Windows ou Linux ou autre qui permettent de manipuler les sons et ils sont tous plus ou moins complexes, plus ou moins bien faits. Il y a Audacity, il y en a d'autres. Et là, en cherchant à droite à gauche, je suis tombé sur celui-là qui s'appelle Océan Audio et qui, ma foi, m'a tapé dans l'œil parce que je trouve qu'il est très très bien fait. Il est très facile à manipuler. Enfin, je veux dire, en gros, si j'avais voulu me faire moi-même un soft pour traiter les sons, je l'aurais sans doute fait comme ça. Ce que je veux dire, au niveau de l'ergonomie, enfin voilà, il me convient bien. Et alors, c'est un soft qui est gratuit. Enfin, gratuit, oui, non. Faut dire que fait partie de ce logiciel où on peut les télécharger librement et on donne ce qu'on veut. Et moi j'ai participé un petit peu. Quand il y a des logiciels que j'utilise fréquemment, que je trouve bien faits, quand je vois le taf que c'est d'en faire, ça m'arrive souvent, voilà, s'il y a possibilité de les aider un petit peu, de verser mon obol. Et voilà, après à chacun de voir en fonction de ses moyens, de ce qu'il a envie de faire. Hein, vous le trouverez ici, voilà, là vous voyez c'est Océan Audio. Et c'est vraiment un soft, enfin voilà, téléchargez-le, jouez avec, hein, et il est vraiment très bien fait. Par exemple là, pour faire des essais, voilà, vous faites enregistrer, vous avez pas mal de possibilités. Je vais faire, voilà, là j'enregistre histoire de voir, et une fois que vous avez ici votre son, voilà, là voilà, vous pouvez le rejouer, et vous avez, enfin tous les effets classiques de normalisation du volume, de faire des fondus enchaînés, de l'amplification, tous les filtres possibles et inimaginables. En retard, justement, là on a la reverb, là on a les délais, là c'est l'écho. Voilà, par exemple, là, hop, vous pouvez tout de suite, voilà, voilà, essayer. Enfin bon, voilà. Voilà, je voulais juste vous signaler ce petit soft. Et en même temps, voilà, il est bien foutu ici au niveau des fichiers qu'on peut faire et quand on les enregistre. Après, voilà, quand on fait enregistrer, il gère plein de formats différents. Et voilà, on peut choisir la résolution. Enfin, ouais, c'est plutôt bien fait quand même. Bien voilà, je pense que maintenant vous savez l'essentiel sur ces bonnes vieilles reverb à ressort que j'aime aussi beaucoup. Hein, quand je jouais de la guitare, j'avais ça dans mes amplis. Et ça explique aussi pourquoi, voilà, quand le rocker un peu déchaîné donne un grand coup de latte dans son ampli, on entend ce son caverneux qui arrive. Ah, Maurice, oh là là, ça a encore pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Tu discutais avec Pincette et Pincette t'a dit, quand tu me parles, je me sens toute mouillée. Ah ouais? Et toi t'as dit quoi? Ah bah c'est super, je t'excite à ce point-là. Et elle t'a dit, non, c'est que tu postillonnes. Pauvre Maurice, décidément. Je sais pas si t'arriveras à conclure un jour. Bon, allez, là-dessus, que le grand écho vous fasse de belles réverbes et à bientôt pour de nouvelles vidéos.